effective de 15 jours suivant la procédure en la matière. C'est donc une situation temporaire qui a pour but entre autres de dissuader et de contraindre toutes les forces négatives à la reddition. Les cas échéants, ils subiront toute la rigueur de la loi. Pendant cette période, en aucun cas, les autorités militaires et policières qui seront nommées dans les prochaines heures, parce que comme vous le savez, c'est demain, c'est jeudi que l'état de siège va se déployer, les autorités policières, militaires et policières qui doivent les diriger, qui auront donc la charge de province dans cette période, ne doivent déroger aux droits et principes fondamentaux ci-après. 1. Le droit à la vie. 2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. 4. Le principe de la légalité des infractions et des peines. 5. Le droit de la défense et le droit des recours. 6. L'interdiction de l'emprisonnement pour des dettes. 7. La liberté de pensée, des consciences et des religions. Dans l'accomplissement de leur mission, au regard de ce contexte particulier, les autorités militaires et policières sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans le respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Leurs missions spécifiques sont contenues dans l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège que vous recevrez tout à l'heure. Mesdames et messieurs de la presse, la conférence de presse de ce jour inaugure une série d'activités de communication qui sera menée durant cette période, en vue de répondre positivement à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à toutes les forces vives, y compris à vous, les professionnels des médias, pour qu'ensemble, dans un élan patriotique, nous apportions tout notre soutien à nos forces armées et à notre police nationale qui seront particulièrement sollicitées durant cette période. Mesdames et messieurs de la presse, cette décision souveraine du chef de l'État est une réponse aux demandes pressantes de nos sœurs et frères issus de cette partie du pays. Ils l'ont exprimé à travers leurs députés nationaux. Ils l'ont exprimé à travers des manifestations dans les rues de Béni, Bunia et Goma. Par cette initiative, le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour assurer la logistique et les moyens matériels nécessaires aux forces armées et à la police nationale qui sera déployée sur cette partie du pays. N'oublions pas que nous avons perdu des millions de compatriotes, que nous continuons d'en perdre des milliers. Nous avons tous le devoir, au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos convictions religieuses, au-delà de nos provinces d'origine, de placer notre confiance à l'action du chef de l'État et de son gouvernement pour que cette fois-ci, nous puissions défaire l'ennemi. Pour mieux comprendre la portée de la proclamation de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu, ainsi que ses mesures d'application, telles que définies dans les ordonnances présidentielles 021/15 et 021/16 du 3 mai 2021, le porte-parole de l'armée et de la police, ici présents, sont disponibles pour toutes les questions d'ordre technique relevant de leur secteur respectif. Je voudrais donc, après ces mots introductifs, passer la parole au général Léon Richard Kassonga pour son petit mot introductif qui sera suivi du mot du commissionnaire, du commissaire supérieur, Pierrot Monamputu, pour le compte de la police nationale. Et après, nous pourrons avoir notre séance des questions. Mon général, vous avez la parole. Merci, sir. Comme vous le savez, les forces armées n'ont pas vocation de faire des discours. Les forces armées ont vocation de faire le travail et de le faire conformément aux textes qui les régissent et aux serments que nous avons prêtés. Parce que vous le savez, les militaires congolais sont les premiers ouvriers du peuple congolais et au service du peuple congolais. Nous avons choisi de servir le pays sous le drapeau et donc de mourir à la place de notre peuple. C'est ça le sens de notre serment. C'est également le sens de ce qui est célèbre dans ce pays.
ne jamais trahir le Congo. Nous n'allons pas trahir le Congo en n'exécutant pas ce qui ne nous est pas demandé. Les ordonnances sont là, elles déterminent le cadre, elles énumèrent les actions à entreprendre, à exécuter. En tant que militaire congolais, à votre service, au service du peuple congolais, notre devoir, c'est de les exécuter correctement, en suivant l'esprit et la lettre des législateurs. Pendant la période concernée, nous allons faire notre travail de tous les jours. Cette fois-ci avec une différence, ce que le commandant militaire gère en même temps la province, mais aussi les troupes qui sont les éléments de manœuvre sur le terrain. Ces troupes sont sous ses ordres, il les commande pour le rétablissement de la paix, pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Dans ce travail technique, j'en conviens, quiconque pose un acte qui va dans le sens d'empêcher l'armée d'atteindre le fait final recherché, qui est la paix et la restauration de l'autorité de l'État, celui-là va sûrement énerver la loi et la loi va le frapper durement. Nous sommes au service du peuple congolais. Dans l'exercice de nos missions, nous avons le devoir, disons l'obligation de respecter les droits de l'homme, de respecter le droit international humanitaire, mais ce qui est spécifique à l'armée, c'est de respecter les règles d'engagement. Les règles d'engagement consistent en ceci: quand vous avez par exemple des rendus ou des capturés sur le théâtre, vous les traitez de manière humaine. Vous leur donnez à manger, vous leur donnez à boire. S'ils ont besoin de soins, ils reçoivent ces soins. C'est en cela que nous sommes différents des bandes armées. Nous sommes différents des groupes armés, des groupes terroristes et de tous ceux qui sont à la base de l'insécurité à l'est de notre pays. Pourquoi nous sommes devant vous? Son Excellence, Monsieur le ministre, l'a dit. Nous voulons contraindre ceux qui sont à la base de l'insécurité. Si pas se rendre, tout au moins être neutralisés de manière définitive. Nous en avons et les capacités et la logistique. Nous allons y parvenir. Mais pour y parvenir, c'est vous, les faiseurs d'opinion. C'est vous qui allez expliquer à notre population, à notre peuple, la manière dont nous allons procéder, la manière dont nous allons nous comporter pour éviter que demain, ça soit autre chose. Parce que, le ministre l'a dit, et je le reprends, c'est l'obligation des résultats. Les résultats, c'est la paix. Les résultats, c'est la tranquillité. Et nous allons faire ce travail conformément à l'esprit et à l'être des deux ordonnances signées par le chef de l'État, parce que c'est ça notre cadre juridique, c'est ça l'émanation des obligations que nous allons accomplir au jour le jour pendant 30 jours. Excellence, je termine. Je vous remercie, mon général. Parole à un inspecteur divisionnaire, c'est ça? Au commissaire supérieur. Au commissaire supérieur, merci. Vous avez la parole. Commissaire supérieur. Dans l'évolution de la société, depuis la cueillette, l'âge de la pierre taillée, la vengeance privée et la loi du plus fort, les humains se sont organisés et se sont convenus en se dépouillant de certaines prérogatives, c'est-à-dire de certaines souverainetés, une partie de la souveraineté, pour remettre ça à un gestionnaire qu'ils ont appelé Léviathan. Et le Léviathan, lui, avait notamment les prérogatives
d'assurer l'ordre public. Et l'ordre public, c'est quoi en fait? Ce sont des règles obligatoires à l'organisation de la nation, c'est-à-dire la société, à la santé, à la morale, à l'économie, à la sécurité des biens des personnes, à la paix publique et aux libertés individuelles essentielles. Et en temps de paix, le Léviathan que nous appellerons l'autorité politico-administrative est légalement investi du pouvoir de maintien de l'ordre public. À ce fait, il a deux représentants ou un bras séculier qui lui permet, n'est-ce pas, de réguler la société. Nous avons parlé des institutions empiriques de répression, notamment la police, ainsi que le parquet. Donc, en temps normal, l'autorité politico-administrative a le pouvoir de gestion, de police et de l'ordre public. Et à supposer que maintenant, dans la gestion de cet ordre que nous venons de dire, qu'il y a des circonstances graves à même de porter atteinte à l'intégrité et à l'indépendance de notre pays, avec comme conséquence d'avoir l'emprise sur le fonctionnement régulier des institutions. Alors, le président de la République, qui est le commandant suprême et garant de la nation, dispose des régimes de défense. Il peut déclarer la guerre lorsque nous sommes attaqués par des troupes étrangères, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Au pied de l'article 86, après une ordonnance prise en Conseil des ministres, délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense et après autorisation des deux chambres du Parlement national. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus le cas où il y a des catastrophes, des inondations qui empêchent, qui troublent la sécurité publique. Dans le cas d'espèce, il prend un acte réglementaire d'exception pour réglementer la société en état d'urgence. Et dans ce cas précis, l'on donne des pouvoirs exorbitants à l'autorité politico-administrative, les civils. Le cas d'espèce, nous l'avons vu avec la pandémie ici. Mais lorsque le pays est assiégé, il y a des parties des zones de non-État où l'autorité du pouvoir établi ne s'exerce plus. Il y a l'escalade de la violence, à même de porter atteinte à l'intégrité et à l'indépendance nationale. Le président de la République, au pied de l'article 85 de la Constitution, de la loi fondamentale, prend une ordonnance après l'élévation du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense, et après consultation du président des deux chambres sur le cas d'espèce. Pour l'état d'urgence, on a donné des pouvoirs exorbitants aux autorités politico-administratives traditionnelles et les pouvoirs de police exorbitants. Mais dans le cas d'espèce, pour l'état du siège, on donne parce que l'autorité politico-administrative qui était investie du pouvoir de gestion, pouvoir de police, du pouvoir de l'ordre public, a failli à
à la gestion de la menace. Et il est subrogé par l'autorité militaire. Et c'est à tous les niveaux. Au niveau de la province, au niveau des entités décentralisées, c'est-à-dire la ville, la commune, le secteur, ainsi que, non pas les territoires, et la chefferie. Ils sont entités décentralisées, pourquoi? Parce qu'ils sont sujets des droits. Ils ont l'abusus, l'usus et le fructus. Des entités déconcentrées. Nous avons le territoire, nous avons le groupement, nous avons le quartier, nous avons le village. Et ils sont dépourvus, ce sont des circonscriptions administratives qui sont dépourvues de la personnalité juridique. À tous ces niveaux-là, on va remplacer des militaires et ou des policiers. Parce que l'autorité policière administrative a failli. Lorsque nous, au niveau des médias, nous avons compris cela, quand nous avons expliqué, il n'y aura plus la zone de turbulence auprès de la population. Et parce que maintenant, l'autorité policière administrative traditionnelle a été subrogée par l'autorité militaire en province. Et tout ce qui avait comme juge naturel, le juge des droits communs, se retrouve ipso facto devant les juges militaires. Et donc, si vous arrivez à violenter la loi pénale, vous l'énervez, soyez-en rassurés que vous vous retrouverez non pas devant un confrère à vous, non pas devant un ministère public que vous avez l'habitude de regarder dans les yeux, mais vous retrouvez devant vous quelqu'un qui a bien entraîné, en train de vous poser des questions, et vous avez le traitement de celui qui est au niveau, qui a comme juge naturel le juge militaire. C'est ça la gravité de la situation. C'est comme ça que le chef de l'État, le commandant suprême, nous a dit: n'énervez pas ceux qui sont au front. Et quand vous allez là-bas, les immunités ne vont pas vous défendre. Les immunités de poursuite, non. Dès que vous avez fait ça, vous êtes cueillis. Voyez-vous? Et pour les... Nous avons parlé de l'autorité militaire en province. Le général a bien expliqué qu'il aura le commandement des opérations, il aura la gestion de la province, il aura la gestion de la police et de l'ordre public. Mais avec des pouvoirs exorbitants. Beaucoup de confrères, j'ai lu ce matin, qui ont dit qu'ils ont le chèque en blanc, ils vont énerver les droits humains. Je suis désolé, parce qu'ils n'ont pas reçu un chèque en blanc. Dans l'acte réglementaire exceptionnel, il y a de droits et libertés garantis auxquels il ne faut pas déroger. Notamment le droit à la vie, le droit, n'est-ce pas, à la propriété. Et il y a une série de droits et libertés qui ont été mis de côté. On a demandé à l'autorité militaire de province de ne pas y déroger. Et s'il est fait, il sera relevé devant de ses fonctions, non pas seulement être relevé, et présenté devant son juge naturel, devant la cour martiale, pour vous rendre compte. Donc moi, je n'ai pas intérêt à me retrouver là-bas. Voyez-vous? Et donc, ne pensez pas que ceux qui sont là-bas vont faire du n'importe quoi. Non. Et puis, en matière de police,
Ce sont les mêmes policiers que vous avez vus là-bas, ils seront là. Mais maintenant, avec un cas d'exception, il sait qu'il est prenable à tout moment. Il est prenable à tout moment et devant une cour d'exception. Et ça te fait revenir à l'humain. Ton fort intérieur va te dire, pour ton bien-être, pour l'évolution future de ta carrière, tu as intérêt à t'abstenir, à poser des actes tendant à énerver la loi pénale. Et il y a des pouvoirs de police ou de l'ordre public. Il est vrai dit que lorsqu'on veut faire la perquisition, la loi en matière vous dit de 5h à 21h. Mais dans le cas d'espèce, et des nuits et des jours, 4h du matin, nous venons. À minuit, nous venons. À 3h du matin, nous venons. Pendant que je suis en train de prier, on vous prend. Vous voyez la différence? Parce que nous devons atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État, le commandant suprême. La restauration de la paix. On doit extirper la violence et tous les supplétifs. Et donc, je ne pense pas, à l'heure actuelle, que nous soyons dubitatifs. Non. Nous comptons auprès de vous, chers aînés, pour qu'une fois, vous puissiez, n'est-ce pas, nous aider à bien dire les choses. Moi, je n'ai pas peur. Je vois des têtes et des mains expertes ici dans la salle qui vont nous faire gagner, n'est-ce pas, cette histoire ici où il y a un champ d'hostilité. Moi, je n'ai pas peur. Je sais, il suffit seulement que vous fassiez appel au bon sens. Vous dites non, il y a eu des milliers de morts, est-ce qu'on ne peut pas arrêter cette histoire ici? Et les autres seront étonnés de voir que vous avez changé. Nous, est-ce qu'on n'a même pas terminé le mois? Et qu'il y a des redditions, qu'il y a la paix, tout ça. Mais si à partir de nous-mêmes, nous commençons déjà à douter, pour dire non, mais c'est de n'importe quoi, c'est déjà entendu, tout ça. Non. Mon Excellence, je ne suis pas moraliste, mais j'ai pensé les amener à nous rejoindre un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire supérieur. On va passer à l'étape des questions. Les sujets principaux, c'est sur l'état de siège. Alors, on va faire un effort pour économiser le temps. Une question par personne, on évite la répétition et on va voir comment on va continuer. On commence par Rachid Kadima. Le principe, c'est que vous me posez à moi les questions et je me ferai compléter par les officiers à ma droite. Vous avez un micro ? Merci, Monsieur le Ministre. 30 jours pour contraindre les forces négatives à se rendre, sinon 30 jours pour pouvoir les neutraliser. Doit-on dire qu'après 30 jours, nous allons nous retrouver dans cette salle pour pouvoir célébrer la victoire? Ça fait 20 ans que nous sommes au front dans ce pays. Ça fait 20 ans que les efforts de développement sont plombés. Ça fait 20 ans qu'on a tout essayé. Mais on n'avait pas encore essayé l'état de siège. J'ai le devoir d'être optimiste. La réalité du terrain, nous ferons le poids de toute façon. Les moments venus,
On envisagera même un voyage de presse pour que nous puissions aller voir. Tout dépendra de la disponibilité. Mais l'idée ici, c'est de commencer parce que cette fois-ci, il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus de refuges. C'est un moment temporaire, mais c'est un moment qui permet à nos forces armées et au gouvernement d'avoir tous les moyens qui lui permettent d'agir et de mettre fin à cette situation. Donc je prendrai peut-être pas les paris qui est le vôtre parce qu'il y a les réalités du terrain, mais je suis optimiste que nous allons y arriver. Madame Mimi Ngumba. Merci pour la parole. Je voudrais savoir si le gouvernement a pris soin de rappeler à Kinshasa tous les officiers, du moins de l'échelon 1 à 3, qui ont dirigé la guerre à l'Est pendant toutes ces dernières années ou ces derniers mois. C'est pour éviter une influence négative à l'état de siège actuel. Je me ferai compléter sur cette question par le général Kassonga. Mais ici, il faut faire très attention parce que très souvent, quand on parle de notre armée, on ne fait pas attention à des victoires que nous remportons. Très souvent, on aime se focaliser sur des cas spécifiques de violations qui existent d'ailleurs partout. Tous les journalistes ne sont pas saints, tous les musiciens ne le sont pas. Mais dans les cas qui nous concernent actuellement, je crois que tout ce qui nous a été reproché, ou tout ce qui a été reproché à l'armée, a été pris en compte pour que cette opération, quand elle sera lancée, cet état de siège, quand il sera lancé, que toutes les chances soient de notre côté. Mon général. Oui, très souvent, des gens se retrouvent dans des grands salons, ou en tout cas dans des agoras à gauche, à droite, pour devenir des spécialistes des questions militaires. Et quand ils abordent des questions de l'armée, ils croient en connaître plus que ceux qui gèrent au quotidien les forces armées, qui sont une machine faite pour gagner la guerre, mener et gagner la guerre. Et les hommes sur le terrain, qu'on appelle les éléments de manœuvre, c'est des gens qui ont subi une formation de qualité, c'est des gens qui ont accepté d'abord de servir le pays sous les drapeaux, ils ont subi une formation de qualité et ils prestent sous les drapeaux depuis longtemps. Ils sont à la base de beaucoup de victoires engrangées sur l'ennemi, mais ils sont également des humains qui par moments ont des faiblesses. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, nous avons été délistés. On nous a enlevés, on a enlevé les FARDC de la liste des gens, des armées qui ne respectent pas les droits de l'homme. On nous avait enlevé de la liste des gens qui étaient comme si l'armée congolaise était un conglomérat de violeurs. On nous avait qualifiés de violeurs et tout. Et pourtant, la réalité était tout autre. On nous a enlevé de toutes ces listes-là, de la même manière qu'on croit savoir, on suppose, on projette, non, les éléments qui sont là-bas serrés de mèches ou auraient servi. C'est pour ça que le problème ne se pose pas en ces termes-là. Si vous dites, les militaires ont longtemps travaillé au front, ils peuvent être relevés, réorganisés pour un déploiement futur ailleurs, vous comprendrez. Mais ce qui est essentiel, je l'ai dit dans la petite introduction, c'est l'effet final de rechercher qui est l'objectif principal. Et cet effet final de rechercher, c'est restaurer la paix, quoi qu'il en coûte. Nous en sommes capables. Souvenez-vous quand même, il y a des grandes batailles qui ont été menées dans ce pays. L'M23, vous vous souvenez, c'est quand même 2-3 jours, alors que c'était une machine présentée comme invincible. Vous vous souvenez, il y a d'autres mouvements, je ne suis pas là pour ça. Mais les hommes qui sont là sont prêts à faire leur travail en exécution des instructions du commandant suprême, conformément également aux textes légaux et réglementaires, et aussi aux ordonnances qui viennent d'être. Donc, il y a des hommes aussi qui peuvent être élevés, mais il y a également des hommes neufs formés, des unités fraîches, qui peuvent se déployer n'importe où, l'essentiel étant qu'à terme, on obtienne ces résultats-là et nous allons y parvenir. Christian de Sakwedo, puis ce sera Élisée Odia et on passera de l'autre côté.
Question d'auditeur de Top Congo FM. Le gouverneur militaire devient le commandant des opérations dans l'entité sous son contrôle. Que deviennent notamment les commandants des opérations Sokola, les commandants de la 3e zone de défense? De qui vont-ils relever? Ensuite, quelles sont les dispositions prises pour éviter les bavures sur le terrain? Quid des multinationales impliquées dans les conflits de l'Est? On a beaucoup parlé d'exploitation des richesses à la base de ces conflits qui perdurent. Que prévoit le gouvernement pour les mettre éventuellement hors d'état de nuire? Et y aura-t-il coopération avec des pays voisins afin de mener à bien ces opérations? Toute dernière question. Y a-t-il déjà une solution pour les miliciens, les membres des groupes armés qui déposeront les armes? Est-ce qu'on aura la situation enregistrée les années précédentes, des personnes qui se rendent, qui sont réintégrées dans l'armée et qui seront donc amnistiées de tous les faits qu'elles auront commis? Merci beaucoup. Voilà, je veux commencer par répondre à la question sur le militia. L'objectif ici, il faut savoir que notre armée est en opération dans l'Est. C'est connu, et que cette mesure qui a été prise, c'est une mesure exceptionnelle justement parce qu'il y a eu des renseignements qui ont exigé, des circonstances qui ont guidé les commandants suprêmes dans un tel choix. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, le Premier ministre, à l'occasion de son discours d'investiture, avait dit qu'on fusionnerait le programme de DDR et les programmes de stabilisation. Parce qu'ici, la solution qui passe par l'état de siège est une situation temporaire, qui vient régler un problème spécifique. Mais les conflits de ce qui se passe à l'Est, c'est quelque chose qui doit être pris dans une dimension judiciaire, sociale, économique. Il y a toutes ces questions, parce que lorsque ces jeunes gens quittent les groupes armés, il faut les réintégrer, il faut leur trouver des issues dans la société pour qu'ils aient des activités qui leur permettent de vivre et leur faut oublier le métier des armes. Il y a des efforts qui seront faits dans ces sens. Et je pense que dans le cadre de ce qui y a été décidé, le président de la République, la République démocratique du Congo est entourée de 9 voisins. Je crois que par des canaux diplomatiques, des messages sont passés pour que les autres en puissent être informés parce que le Congo partage de frontières avec d'autres pays. Sur la question des multinationales et tout le reste, c'est des questions qui relèvent de l'autorité de l'État. C'est des questions qui pourront être abordées dans une prochaine communication parce qu'aujourd'hui, les focus, c'est d'abord l'état de siège et ce qui est spécifiquement lié à son déploiement et à son cadre qui est fixé par les ordonnances qui vous sont distribuées dans la salle. Mon général. Oui, merci. Les préoccupations qui sont exprimées par Top Congo sont toujours d'actualité aussi bien ailleurs que dans l'armée. Nous faisons notre travail et nous le faisons de manière parce que nous rendions compte au peuple de ce que nous faisons, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas non plus de secret. Imaginez-vous, je l'ai dit au départ, les militaires sont les derniers ouvriers du peuple congolais qui sont à leur service. Et donc, quand un militaire a une arme, qu'il retourne son arme contre celui qui la lui a acheté ou qui l'achète l'uniforme et lui paye à la fin de chaque mois, sa place n'est pas au sein des forces armées. Ça, c'est connu. Et donc, les bavures, je commencerai peut-être par cet aspect-là. Nous avons toujours fait notre travail dans le strict respect des lois, mais également du règlement de discipline qui nous régit. Malheureusement, on peut avoir, sur 10 000 personnes, on peut avoir 2-3 soldats qui se méconduisent. Ce n'est pas pour autant que le comportement de ces 3 voyous réjaillisse sur l'ensemble du personnel des forces armées, parce que tel a fait poser tel acte, c'est toute l'armée qui endosse la responsabilité ou porte la même couleur, ou boivent la même couleuvre. C'est pas cela. En termes de dépendance, nous n'allons pas ici vous donner
les détails de ce qui va suivre, mais nous pouvons vous donner des indications. Il y a 4 niveaux où le travail va s'opérer. Il y a le niveau politico-stratégique. À ce niveau, c'est le vice-premier ministre à l'intérieur, c'est le ministre de la Défense et le Conseil supérieur de la magistrature qui conçoivent, qui édictent en exécution des ordonnances signées par le chef de l'État. Deuxième niveau, c'est le niveau stratégique, le niveau où se trouvent les chefs d'état-major général, le commissaire général de la police, les cours militaires. Ces cours militaires, on en parle pourquoi? Parce qu'elles vont désigner les officiers qui seront sur le théâtre en train de cheminer avec les hommes dans les opérations, dans les fouilles, dans les perquisitions, dans la recherche des armes détenues par des personnes n'ayant ni compétence ni qualité. Pourquoi ces cours militaires vont désigner des gens ou en tout cas édicter droit? C'est pour que ceux qui vont exécuter ces tâches-là ne puissent pas aller au-delà du cadre qui est tracé. Et en cas de, la loi va frapper. Au troisième niveau, il y a le niveau opératif. Et là, c'est le gouverneur militaire qui travaille avec le commandant de région et le corps militaire opérationnel. Qu'est-ce que c'est qu'une cour militaire opérationnelle? Au niveau stratégique, la cour militaire a conçu. Au niveau de la cour militaire opérationnelle, celle-là, au jour le jour, elle colle au dos les militaires, à la peau, partout où ils passent, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infraction. Donc, comme on dit, elle cherche les infractions dans l'exécution des tâches. Aussitôt que l'infraction est décelée, sur le théâtre même, en séance urgente ou illico presto, comme on dit séance foraine, l'homme est jugé sur le terrain, condamné, renvoyé pour exécuter, pour subir toute la rigueur de là. Et le dernier niveau, c'est le niveau tactique. C'est quoi? Sur le théâtre, il y a des unités qui n'ont que pour mission que d'exécuter les ordres qui ont été donnés. Ici, pour rencontrer la préoccupation de Top Congo, les secteurs opérationnels vont continuer à travailler pour faire le travail parce que c'est le niveau du terrain en contact avec l'ennemi, tout en protégeant la population et les grandes agglomérations. Ces secteurs opérationnels mènent des opérations, ce qu'on appelle dans l'art militaire la coercition, pour contraindre l'ennemi, si pas à déposer les armes, tout au moins à l'éradiquer par l'art militaire que nous avons appris. Voilà. En ce qui concerne maintenant le commandement des zones de défense, c'est des éléments de manœuvre également qui sont sous les ordres du gouverneur militaire qui les utilise comme il l'entend, conformément toujours au texte, parce que dans l'armée, dites-vous bien, on n'invente pas la roue. Elle existe, c'est mathématiquement calculé que tel ne peut s'arrêter qu'à tel niveau, et que quiconque va au-delà de ce niveau-là, la loi le frappe. Les règlements de discipline, mais également la justice militaire. Donc, tout est pris en compte. En ce qui concerne les autres aspects, Son Excellence vous a parlé, je ne suis pas politicien, il vous a parlé des solutions pour les miliciens et autres choses, c'est totalement politique. Moi, je suis militaire, mon art à moi, c'est de me battre pour vous protéger, pour que vous dormiez tranquillement, et je le fais. Et je voudrais que je le fasse mieux cette fois-ci pour que l'ennemi cancérisé soit extirpé de chez nous et que pour de bon, cette fois-ci, le développement devienne le lot quotidien. Élisée Odia. Quel est le rôle de la MONUSCO pendant cet état de siège et quid sur l'économie de guerre, qui dit quand même état de siège, dit économie de guerre, corrigez-moi si je me trompe, quelle sera l'économie de guerre qui sera appliquée? Qu'entendez-vous par économie de guerre? Il faut considérer que l'instauration d'un état de siège
on remplace les gouverneurs et tous ceux qui sont dans l'échelon administratif par des militaires et des policiers. Les activités commerciales et les restants de la vie continuent. Sauf que cette fois-là, le gouverneur qui vient a un mandat qui est défini dans l'ordonnance présidentielle que vous avez, d'opérer et d'aller un peu plus loin. Ça veut dire, tous ceux qui pouvaient, je donne un exemple, moi je suis député national, dans un terrain où l'état de siège a été décrété, mes immunités ne valent plus dans l'hypothèse où je tombe justement dans les activités qui vont dans le sens de l'ennemi. Et donc il y a des mesures particulières qui sont prises, mais les gens vont continuer leurs activités commerciales normalement. S'il y a des mesures spécifiques, par exemple le couvre-feu qui requiert une décision du gouverneur qui a été prise, il aura la latitude de les faire et certaines autres dépendra de la concertation qu'il aura avec le gouvernement central. Mon général? Oui, tout à l'heure, j'ai entendu parler du rôle de la MONUSCO. Vous avez un cadre juridique qui est là, et dans ce cadre juridique qui nous préoccupe ou qui nous occupe à cet instant, nous nous en tenons à cela. Alors, si vous avez une préoccupation extra, vous pouvez leur poser la question. Pour nous, c'est ici, là. Et là-dedans, nous n'avons parlé que de forces armées et de la police nationale congolaise. Merci. Voilà, on passe de ces côtés. Jules Boulembi, c'est en français ou en lingala? Zela Nasuka. Déjà, Excellence, pardon. Vas-y, allez-y alors. Excellence, Yaliboso, qu'en est-il d'activités sportives? Parce que de fait moi, Azobetali na foot. Tout est dans 6 ou 7 journées. Qu'en est-il d'activités sportives na ba etukawana? Yami balé. Lobi nananda chef de l'État, oui, à lobi Mbulamatara a fait l'effort, après sa logistique. Mais Excellence, nous connaissons les joueurs et leur jeu. Le problème, c'est la motivation. Est-ce que motivation ma pinga? A kodjoyango na maboko. Poto boyi tango mapinga azobeta munguna mama bengi na Kinshasa babengani pichu na classe po na sisi frais scolaire te. Est-ce que mapinga na biso bakozwa motivation na bango na maboko po babenga na munguna mbala moko? Na bandike na motuna liboso ba le beta marana moi et beta marape na butu ta po il faut pas obangisa batu. Il ne faut pas organiser que ce balobi état de siège batu bovana nanda kutongo ti lobby borobi maté bana ba okendeke la cité non. Et ça ba mesure exceptionnelle. Je crois que na poko lelo mokonzambo ra repona ba ba rozala kuna ba okende pe biso lelo to lobby lelo za mbala liboso to kutani. To ko continuer na ko kutana pona ko limbolela bino ba situation ekozala ndenge makambo bandoleka na terrain suivant l'évolution. Pe soki to zuma ko ki to mema bino pe kuna. To ke bunya, to ke goma total ndenge état de siège en koleka. L'essentiel ici est que tu faut bailler que position au mokonzambo kazui a joué en poto mema kinya. Na motuna na ya mibale. Toko sanate ndeko. Biso moko peto yebi niveau makokini nimbo kezali nango. Mais volonté politique eza makasi po lelo ko anesila. Lelo ka ba comment belela IGF partout. Ah, au sali boyeke ba IGF. Au sali boyeke ba IGF. Mais c'est parce qu'il y a justement un souci à quoi absorber makokini oso. Pour na ba o etali ba soda. Ba o etali ba policier. Ba o etali ba enseignant. Hein, ba o etali ba minganga na otanga ba journaliste pe na kati ba nyoso mutu na mutu place o asala ka musala na ye. Azwa eloko yo asengeli kozwa na suka ya sanza. Donc, likambo motivation volontaire mokonzambo kezali pe ba structure de contrôle na armée zo fonctionner makasi. Que ceux qui yo ki na habité soki bolandaka mingi bo ka ba procès salamaka. Que ba o nyonso ba kweyaka na mutambo ya koyiba o ya kosimba mission la boye. En tout cas, bazala makasi. Mon général, Excellence, c'est le coébici et coquille. On a kati armée pour nous ça la kambeba. Ceux qui justice militaire et bengié les ali souka. Mais bandeli zalaka règlement de discipline chef d'administration landeli comportement ya mutu mbeba salaka ba bengisi ba tunie mbala liboso ya mibale inspectorat général et armée et l'équipe kotala ressources financières ressources humaines
ressources logistiques bapesi yo mokonzi ya mampinga esika ozali kuna ozokomande bato na zamba to na province na région bamoni lolenge kani ozali kosalela yango soki ekokani na mibeko ezali kogere to kosalisa yo mpo obatela basoda okamba bango malamu na biloko na bango te wana inspecteur asali rapport epa ministre ya défense na chef d'état-major général efongoli nzela okende na auditorat okende koloba po anini biloko wana osaleli yango ndenge elongobani te. Donc la mesure existe. La parole, monsieur le commissaire supérieur. Merci beaucoup, Excellence. Je suis en Gilles. Mais tout le monde a ce que je veux éviter. Mais au Talia, va pékin d'embo. Au Tangi, va pékin d'embo. Bon, tu n'as pas de va pékin d'embo. N'embo ko beta. Banda tongo tipo kwa kukulala. Ya liboso yango wana ya mibale olobi ke eske ekokoma kuna ntango bakopesa lomeya ekokoma mpenza na oyo aza na kati na tour du fusilier aza kobunda etumba kanisaka ke yo omoni yango mpe oyokisa yango na mabe boye okopikola yango te pour la cohésion nationale okoya mbango na ministre batili bino ndeko na bino propre pensa ndeko na bino propre oyebani kobenga na telefone okuya olobini excellence yebisa mokonzi ya mboka tala situation naza na wango kosurprendre biso te olati mangala na motutu kuna na kati ozokanga okomi monguna c'est-à-dire makambo na yo wana ifunge koyebisa biso oyebisa mokonzi ya yo ayebisi na mokonzi na ye batindi sikoyo bato bakononga eske likambo yango eza ya solo bien ebotami kaka lokola machombe nde yango wana bakomema yo alobi ta motaki na likambo yango yeyo mpe bakamati yo bosali sikoyo kokita kuna to kona oza mabe te mpo nani yo olingi kobelela kaka sikotango bamoni keza yango te o bazonyokola biso bajournaliste mais obelelaki déjà kobelela nano te yaka epa ya mokonzi na yo yebisa ye ya koyisa mpa na bakonzi bakoverifie yango donc je crois que le sensationnel na mosala na biso eza na ntina te. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, alors on va prendre, il fait chaud, on va prendre les 3 dernières questions. Kelly Kouté, Anastasie Toudiéché, Sonia Relais, et on prendra les 2 dernières qu'on va trier, de gauche à droite. On commence par Kelly. Merci pour la parole. J'ai 2 petites préoccupations. La première est celle de savoir si les futurs gouverneurs qui seront nommés seront choisis parmi les militaires qui sont sur terrain, c'est-à-dire dans les 2 provinces, Nord Kivu et Ituri, ou bien ils vont provenir... ou bien ils proviendront d'ailleurs. Je pose cette question parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a une certaine méfiance qui existe entre les populations de l'Ituri et du Nord Kivu vis-à-vis des militaires qui sont sur terrain. Excusez-moi. La deuxième question est celle de savoir si les cabinets des futurs gouverneurs seront dans les chefs-lieux ou dans les zones où sévissent les groupes armés. Voilà, merci. Alors, à la première question, le président de la République, je crois qu'il y a une ordonnance qui sera signée ce soir ou demain, au plus tard, je crois que ce sera ce soir, parce que c'est jeudi que l'état de siège va se mettre en place. Il nommera dans son pouvoir discrétionnaire. Je crois que sa nomination sera guidée par un certain nombre d'éléments qui sont guidés par les réalités des terrains. Je crois que ce que vous dites, les appréhensions de la population, les doutes sur l'origine des uns des autres, je crois que c'est des facteurs qui seront pris en compte dans le choix des gouverneurs. Parce que les gouverneurs seront militaires, le vice sera policier et ce sera partout dans tous les chaînons administratifs où ils seront remplacés. Je ne sais pas si le général a un élément complémentaire à ces sujets. Excellence, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État
Il n'y a que lui qui le détient. Merci. Voilà. Je crois que l'ordonnance que vous avez en main fixe le nombre de membres du cabinet à 5 de chaque gouverneur qui sera désigné. Et chaque gouverneur, ces 5 membres de cabinet, quand ils sont 5, c'est sûr qu'ils seront autour de lui. Et que l'ordonnance ira plus loin. Le commissaire supérieur, Mme Poutou, l'a expliqué. Ce sera le gouverneur, le vice-gouverneur, ce sera le maire adjoint, et ça descendra au fur et à mesure de toutes les entités territoriales. Je crois que quand l'ordonnance sortira, on aura le temps de réagir dessus dans une de nos prochaines rencontres. Anastasie. Merci, monsieur le ministre. Vous avez le micro? Allô, vous m'entendez? Ok. Merci, monsieur le ministre. La mobilisation semble effective, réelle, déterminée, mais les femmes et les filles paient un très lourd tribut pendant les conflits. Qu'est-il prévu, si quelque chose est prévu, pour à la fois les protéger et les intégrer à la stratégie que vous nous présentez? Je crois que la question de femmes et de filles est une question qui nous préoccupe tous au plus haut point, le président de la République en premier. Je crois que justement, si on a voulu prendre une mesure si radicale, c'est pour arriver à créer un cadre de protection pour tout le monde. Et je crois que dans ce qui s'est fait et dans ce que notre armée fait régulièrement, il y a une attention qui est faite sur cette question des femmes, parce qu'on a beaucoup parlé des violences basées sur le genre, on a beaucoup parlé des violences sexuelles. À un certain moment, on disait de notre pays que c'était même la capitale mondiale du viol. Je pense que si vous regardez cette époque et à aujourd'hui, vous verrez qu'il y a eu une bonne évolution. On a eu des conseillères spéciales chargées des violences sexuelles, il y a une conseillère spéciale chargée des femmes. Moi-même, demain, je vais aller au centre, au Calling Center, je crois, d'une initiative qui s'occupe de ces questions de violence sur les femmes basées sur le genre. Il y a un effort qui est fait. On avait entendu qu'il y avait des militaires qui sont accusés des violés ou des choses comme ça. Je crois qu'il y avait des actions disciplinaires qui étaient engagées et que dans le cas de ce qui s'est mis en place, la justice militaire servira encore plus durement pour ceux qui verseraient dans ce type de pratiques. Je crois que nos femmes et nos jeunes filles doivent être rassurées que dans les opérations qui seront en cours, leur protection sera bien en place. Mon général, un mot? Je pourrais rassurer notre consoeur. Il y a dans ce pays ce qu'on appelle la loi. Une loi spécifique ou le plan d'action. Une loi qui a débouché sur le plan d'action qui combat avec véhémence et la dernière énergie tout acte allant dans le sens de ce que vous dénoncez. Et c'est grâce à cette loi-là, à ce plan d'action-là, que nous sommes même dans le monde entier considérés comme le modèle de pays qui a le premier pionnier dans la lutte contre les violences faites aux gens, les violences faites à la femme. Et grâce à cette loi, nous ne sommes plus épinglés comme le pays où il y a trop de violence ou de violences faites à telle ou telle catégorie, mais plutôt un pays qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver, si pas à éradiquer, mais au moins à en atténuer les effets. Et nous sommes sur un bon chemin. Tous les observateurs, y compris ceux qui critiquaient très fortement hier notre action, ils sont aujourd'hui en train de dire c'est les meilleurs élèves de ces programmes, c'est les pionniers dans ce texte, et ces programmes d'action est appliqué dans d'autres pays. Figurez-vous, même ici à côté, en Centrafrique, le modèle vient d'ici. Merci. Monsieur le commissaire supérieur. Je pensais un instant que vous aviez les dossiers de presse pour que vous puissiez vous en apercevoir que, en tout cas, ces droits-là et libertés garanties par la loi fondamentale a été expressément indiqué qu'ils ne pouvaient pas être dérogés ni par ceux qui ont le pouvoir de gestion de police ainsi que de mettre de l'ordre, des opérations, voire la troupe et les policiers. Moi, je pense que le cadre qui a été tracé par l'acte réglementaire exceptionnel
à l'aise, nous et vous. Je pense qu'aller en dehors de ce cadre-là, c'est chercher à ne pas regarder la réalité en face. Et donc, ce texte réglementaire d'exception est plus parlant en soi-même qu'une certaine interprétation. Voilà. Sonia Rollet. Sonia Rollet de RFI. J'aurais deux types de préoccupations. La première, c'est par rapport à la faisabilité en fait, de l'état de siège avec les autorités militaires et policières qui vont se retrouver à faire beaucoup de choses que faisaient les civils auparavant. Or, on sait très bien que vous avez assez peu pas suffisamment toujours de moyens ou même de personnel pour arriver à tout faire. Comment vous allez faire pour à la fois gérer la justice du quotidien, gérer aussi, parce que les gouverneurs militaires vont bien devoir gérer les problèmes du quotidien des citoyens comme le faisaient les civils. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça ne va pas plomber votre charge de travail alors que vous devez déjà combattre contre les groupes armés? Ça, c'est la première question pour la police, pour l'armée et pour la justice militaire. La deuxième question, c'est par rapport à ce que vous disiez en expliquant que, justement, il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits par les FARDC et par la police pour essayer que ceux qui sont responsables des crimes soient jugés. Et pourtant, au Nord Kivu, en Ituri, on retrouve beaucoup d'officiers, enfin on en retrouve une bonne dizaine au moins, qui font l'objet soit de mandats d'arrêt de la justice militaire non exécutés, soit qui ont des dossiers qui ont été ouverts et pour des choses graves, parfois allant jusqu'à non-protection des civils, viol, exactions. Donc la question que je pose, c'est est-ce que vous allez faire ou regarder de près le statut de toutes ces troupes pour que, effectivement, on n'ait pas un commandant des opérations qui soit accusé de viol quelque part par un auditorat sur un dossier qui peut peut-être être ancien ou un ancien chef d'opération pour lequel c'est le cas aussi. Parce qu'on a quand même des cas comme ça, il y en a qui existent dans ces troupes-là, en particulier pour toutes celles qui ont œuvré sur le Kasaï et pour lesquelles il y a des dossiers qui sont à l'heure actuelle à la haute cour. Mais aussi pour le massacre de Kichanga, pour l'assassinat du patron d'héritier de la justice et pour aussi des affaires de viol dans le Tanganyika et dans le Sud Kivu. Je veux commencer la réponse et le général va continuer. Je crois qu'ici, on doit préciser que l'état de siège est une situation temporaire. Est une situation temporaire qui vient parce qu'il y a une menace à l'intégrité territoriale. C'est un état d'exception qui requiert de mesures exceptionnelles. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des perturbations dans le fonctionnement régulier de la province parce que nous sommes dans un état qui requiert que les autorités militaires et policières puissent prendre le relais des autorités civiles. Ceci dit, je ne suis pas sûr que les autorités militaires et policières qui seront à la tête des provinces ne travailleront qu'avec des militaires pour des questions administratives. On ne dit pas ici que toutes les chaînes, tous les chaînons administratifs sera occupé que par des militaires. Je crois qu'il y aura des mesures et nous communiquerons là-dessus dès qu'ils seront nommés, quand ils seront installés, pour vous dire comment les choses vont fonctionner. Mais la volonté politique ici est d'arriver à mettre fin à toute cette situation des guerres et des menaces pour revenir à une situation normale. Pour les autres cas, je sais que vous adorez les sujets, mais il faut regarder les choses avec un autre angle. Ça veut dire qu'il y a des officiers, et l'état-major général l'a reconnu, parce qu'il y a des procès qui sont en cours. Si vous connaissez des cas spécifiques qui sont pendant dans les questions judiciaires, vous pouvez nous les faire parvenir. On fera un peu plus attention. Mais ici, il faut regarder l'armée dans la composante positive, parce qu'il y a des officiers supérieurs et des généraux qui, au-delà du contexte, malgré la faiblesse de moyens logistiques, se déploient et font preuve de patriotisme pour nous protéger. Ici, nous sommes dans une dynamique qui veut aller vers la reconstruction nationale, vers le développement du pays. Nous devons passer par mettre fin à la guerre pour y arriver. Et donc, il faut considérer que la volonté politique y est et que tout sera mis en place pour que justice soit faite, pour que tous ceux qui, civils, militaires, miliciens ou qui que ce soit, qui se permet des actes de violation de droits de l'homme, puissent en répondre devant la justice. Mon général. Bien. C'est des questions auxquelles nous avons toujours pour donner des réponses. Vous savez, il ne suffit pas de déclarer ou de faire une dénonciation pour que X, Y devienne